Bonjour à tous et bienvenue. Après vous avoir présenté le thermostat connecté sur la vidéo précédente, je souhaitais continuer à vous partager quelque chose sur le thème de la domotique, mais un peu plus spécifique, le variateur de lumière 230 volts commandé en Wi-Fi. Dans un premier temps, nous allons voir comment fonctionne ce produit. On va donc en démonter un acheté dans le commerce d'une valeur d'une bonne trentaine d'euros, puis nous allons en développer un de A à Z, de sa conception à sa réalisation. Au niveau de ses caractéristiques principales, il s'alimente donc avec la tension domestique et peut piloter une ampoule LED dimmable de 220 watts maximum. Après avoir démonté la façade, on remarque deux circuits imprimés sur un étage. On retrouve sur le premier circuit le microcontrôleur, le module Wi-Fi, l'encodeur et une régule de tension. Le microcontrôleur est un SC95F7613X de la marque SOC et la seule chose que j'ai trouvée sur celui-ci est ce site de vente des pays de l'Est. Pour le peu d'informations retenues, c'est un MCU de 28 broches alimenté en 3,3 volts et possédant une mémoire flash de 64 kilo-octets. On continue tout de suite avec ce régulateur de tension. C'est lui qui permet d'alimenter le module Wi-Fi et le microcontrôleur. C'est un WR1117A de chez Wayon. C'est un régulateur où l'on peut ajuster sa tension de 1,2 V à 5 V et supporte un courant pouvant aller jusqu'à 1 A. Pour terminer sur ce circuit, l'encodeur possède 3 broches qui correspondent au codage dans le sens horaire et anti-horaire, puis un bouton et 2 broches pour l'alimentation. Sur le second circuit, passons sur les composants de l'alimentation, mais deux composants vont attirer notre attention. Ce sont ces deux MOSFET de puissance de référence 26N65 de la marque Wayon. Les deux peuvent supporter un courant de 18 A et une tension drain source de 650 volts. Le boîtier noir tout à fait en haut à droite est un optotriac qui permet de détecter le passage à zéro de la sinusoïde de la tension. On en parlera plus en détail par la suite. Sur la seconde phase du circuit, on retrouve un fusible de 2,5 A et 4 broches femelles qui se connectent sur le premier circuit et permettent de récupérer et d'envoyer les informations au microcontrôleur, comme le passage à zéro et la modulation du temps. Je remonte le tout et on va pouvoir passer aux essais. Pour le premier essai, j'utilise une lampe LED dimmable. Attention de bien choisir dimmable, toutes les LED en magasin n'ont pas cette option. Pour le vérifier, il doit y avoir ce symbole sur l'emballage et sur la tête de l'ampoule. Je raccorde sur le bornier du variateur l'alimentation principale, la phase en L, la terre en G et le neutre en N, puis le câble de la lampe avec le neutre lié à celui de l'alimentation et la phase en L1. Vérifiez bien le serrage lorsque vous raccordez un appareil électrique pour éviter toute surchauffe ou mauvais contact. L'appui sur le bouton permet d'allumer le dispositif et lorsque je tourne dans le sens horaire, cela augmente la luminosité et lorsque je tourne dans le sens anti-horaire, cela diminue la luminosité de la lampe. Avant de voir comment cela fonctionne, je voulais vous montrer la tension sinusoïdale du réseau domestique à l'oscilloscope. J'ai simplement connecté deux fils sur la phase et le neutre de l'alimentation principale reliés à une sonde différentielle. Pour expliquer simplement, la tension sinusoïdale est un signal périodique de la tension en fonction du temps. Elle est alternative car elle est alternativement positive et négative. La période de la tension est la durée séparant deux passages consécutifs de celle-ci par une même valeur avec le même sens de variation. Sa fréquence correspond au nombre de périodes en 1 seconde. On peut représenter cette tension sinusoïdale à l'aide d'un point tournant autour d'un cercle pendant un temps donné. 50 Hz correspond à 50 tours de cercle effectués par le point en 1 seconde. La notion du temps est très importante pour la suite du projet car ce n'est pas avec la tension que l'on agira pour faire varier la lumière mais bien le temps. Donc pour la suite, il faut bien retenir que une période correspond à 20 millisecondes,
La tension alterne 100 fois par seconde entre positif et négatif. Et la tension passe 2 fois par 0 dans une période. Pour la suite, je raccorde la lampe sur le second canal de l'oscilloscope qui correspond à la courbe en bleu. La tension sinusoïdale du réseau domestique est toujours présente en jaune. On remarque sur la sinusoïde aux bornes de la lampe que le passage à 0 est décalé par rapport à l'autre courbe. Plus le passage à 0 est décalé et plus la luminosité baisse, et moins le passage à 0 est décalé et plus la luminosité augmente. Avec l'aide des curseurs, je mesure le temps de la moitié d'une période correspondant à la sortie de la lampe. Je rappelle que la moitié d'une période est de 10 millisecondes et 180 degrés sur le cercle. Donc je dois pouvoir mesurer environ 5 millisecondes. Ce phénomène est créé par 3 composants que j'ai présentés au début de cette vidéo, les 2 offsets de puissance et l'optotriac. Dans notre cas, on va utiliser un nouveau composant qui aura presque la même fonctionnalité que 2 MOSFET montés en tête bêche, le triac. En effet, celui-ci est bidirectionnel, mais il est plus lent et accepte moins de courant qu'un MOSFET. Pour notre application, cela n'a aucun effet. Vous verrez tout de même que la sinusoïde est différente à celle précédemment vue dans la vidéo avec les 2 MOSFET. Pour résumer, le pilotage du temps se fera soit par un encodeur rotatif ou soit par une commande Wi-Fi avec un slider. La capture des passages à 0 s'effectuera par un optotriac qui lui-même enverra l'information au microcontrôleur. Et celui-ci pourra piloter la gâchette du triac grâce à un optocoupleur. Pour le choix des composants, l'ensemble sera commandé par la carte Wemos D1 Mini. Je l'ai déjà utilisé pour la précédente vidéo sur le thermostat connecté. Je ne vais pas continuer à défiler ses caractéristiques, mais c'est le véritable couteau suisse pour développer sa propre domotique. Ensuite, le triac est un BTA16800BWRG qui accepte un courant de 16 A et possède une tension max de 600 volts et une tension max inverse de 800 volts. L'optocoupleur qui pilotera le triac en sortie de la Wemos est un TLP525G avec une tension max alternative de 120 volts et un courant traversant la LED compris entre 15 et 25 mA. Les résistances placées de part et d'autre de l'optocoupleur joueront un rôle important pour ces limitations. L'opto pour la détection du passage à 0 est un CT354 avec une tension d'isolation de 3750 volts, peut admettre un courant max au niveau de l'émetteur de 50 mA et une tension entre l'émetteur et le collecteur de 7 volts. Pour terminer, l'encodeur rotatif reste classique avec ses 5 broches, fixées directement sur une platine pour que cela reste pratique durant le câblage et la mise en boîtier. Voici le schéma électrique simplifié. Le convertisseur AC/DC 230 volts 5 volts est simulé par ce connecteur d'alimentation. L'entrée de l'alimentation principale est ici et la sortie pour connecter la LED est ici. On retrouve notre optocoupleur qui fait la relation entre le triac juste ici et le microcontrôleur ici. Pour terminer, l'optotriac qui permet de capter le passage à 0 de la sinusoïde est ici. Je commence par raccorder le 5 volts et les masses sur l'encodeur, la Wemos et l'optotriac. Puis je relie l'optotriac sur la broche D6. Ensuite, celui-ci est directement relié à l'entrée de l'alimentation. Cela permettra d'envoyer directement l'information du passage à 0 au microcontrôleur. Je récupère la phase de l'entrée pour la connecter directement sur la première broche du triac. La seconde broche sera connectée directement sur le bornier de la sortie. Au passage, une résistance de 300 ohms est repiquée dessus pour se connecter par la suite sur l'optocoupleur.
La troisième broche du triac est connectée sur l'optocoupleur. Celui-ci est connecté sur la Wemos. C'est par cette broche que la Wemos enverra l'information du temps au triac. Côté neutre 230 volts, rien à signaler, ils sont tous reliés ensemble. Pour terminer, le bouton poussoir et les deux broches qui correspondent au sens horaire et anti-horaire de l'encodeur sont connectés directement sur la Wemos aux broches D2, D1 et D5. Avant de commencer le développement de votre carte, il est préconisé d'effectuer votre circuit sur une breadboard. Pour des tensions continues ou alternatives supérieures à 50 volts, je recommande de fabriquer deux prototypes différents pour séparer le circuit commande en 5 volts et le circuit puissance en 230 volts. J'ai fabriqué cette petite plaque prototype pour le circuit puissance avec une plaque en plastique en dessous pour éviter par inadvertance de mettre les doigts et de se faire électriser. Les tensions supérieures à 50 volts sont vraiment déconseillées sur les breadboards. Pour la suite, on va passer directement au développement de la carte et on fera les essais et la programmation avec la carte finale. Voici la carte terminée. L'alimentation 230 volts se connecte au bornier d'entrée juste ici et la sortie pour alimenter votre récepteur juste ici. L'alimentation de la Wemos s'effectue par le convertisseur H-Link en 230 volts alternatif en 5 volts ici. La protection du circuit de puissance est assurée par un fusible de 2,5 A, ce qui nous laisse une puissance pour l'ampoule LED de 575 watts maximum. Le triac est ici, il n'a pas besoin de radiateur pour refroidir car très peu de courant le parcourt. Les deux optos sont ici et le connecteur pour raccorder l'encodeur est ici. Une isolation a été mise en place ici pour séparer la puissance et la commande. On retrouve ici tous les composants nécessaires pour les souder sur le PCB. Rien de particulier en termes de difficulté pour la soudure. Attention tout de même à l'optotriac qui est un composant à souder en surface, il n'est pas traversant. Tout le reste est classique, les composants devront être soudés du moins épais au plus épais. On se retrouve donc sur l'IDE d'Arduino. Pour pouvoir utiliser la carte Wemos, il faut télécharger son dépôt de librairie en cliquant sur Fichier puis Préférences. Copier le lien du dépôt de librairie qui se trouve dans la description, puis terminer par OK. Ensuite, cliquez sur Outils, Type de carte, puis Gestionnaire de carte et tapez dans la barre de recherche ESP8266. Pour ma part, j'utilise la version 2.4.2 que je trouve stable, fiable par rapport aux autres plus récentes. Une fois installé, vous êtes prêt pour pouvoir utiliser la carte Wemos avec l'IDE d'Arduino. Avant de vous montrer le programme définitif du variateur, je voulais partager cette petite expérience avec vous qui montre le nombre de passages à zéro en une seconde de la tension sinusoïdale. Pour rappel, celle-ci doit passer 2 fois par zéro sur une période. Donc avec une fréquence de 50 Hz, le compteur doit nous afficher 100 passages à zéro par seconde. C'est ce que nous allons vérifier avec ce petit programme.
Pour commencer, je déclare la broche D6 en entrée qui correspond à l'information envoyée par l'opto du passage à 0. Celui-ci réagira comme un bouton poussoir que l'on appuie dessus 100 fois par seconde. Bonjour les crampes. Ensuite, la variable compteur comptera le nombre de détections du passage à 0. J'ouvre une liaison série pour pouvoir lire les données et je déclare D6 en une entrée et en interruption. Dans la loupe, je lui dis que si la variable booléenne état passage est présente, alors on la passe à 0 et on bloque le programme une seconde. Dans une boucle while, je lui dis que tant que le compteur est supérieur ou égal à 99, ce qui est obligatoirement le cas dans une seconde, inscris-moi les valeurs dans le moniteur série et repasse le compteur à 0 pour la prochaine seconde. La fonction détection correspond à la tâche à effectuer lorsque l'interruption est active. En l'occurrence, on rajoute plus 1 au compteur. Pour téléverser le programme dans la Wemos, je choisis d'abord la bonne carte en cliquant sur Outils, Type de carte, puis ESP8266 module, et enfin l'All-in D1, R2 et Mini. Je n'oublie pas de choisir le bon port COM, le numéro 10 pour ma part. Je termine par cliquer sur le bouton Téléverser. Pour que le petit programme puisse fonctionner, j'ai simplement connecté le bornier entrée de la carte au secteur. J'ouvre le moniteur série et on remarque que toutes les 1 seconde, il y a bien 100 passages à 0. Les décalages que l'on remarque à 101, 102, 103 sont dus au décalage au dixième de seconde près sur la prise de mesure du moniteur série. Voici le programme terminé du variateur de lumière pilotable par Wi-Fi. Ici, ce sont les variables qui correspondent au fonctionnement de l'encodeur rotatif. Le triac déclaré en sortie. Alors cette sortie n'est pas reliée directement au triac, mais elle passe bien d'abord par l'optocoupleur. On retrouve notre détection pour le passage à 0 en broche D6. Ici, ce sont toutes les variables correspondantes au réseau Wi-Fi. Il ne faudra pas oublier de changer le SSID qui correspond au nom de votre routeur ou de votre box, ainsi que son mot de passe. La variable booléenne réseau est très importante dans le fonctionnement. C'est elle qui déterminera le fonctionnement soit avec l'encodeur rotatif, soit avec la commande Wi-Fi. Il ne sera pas possible de piloter le variateur avec les deux méthodes de fonctionnement en même temps. Dans la loupe, s'il détecte un front montant de l'encodeur, on passe la variable réseau à false, ce qui veut dire que le variateur se commande par l'encodeur rotatif. On fait appel à la fonction principe qui correspond au fonctionnement principal de la commande, soit avec l'encodeur rotatif quand le réseau est égal à false, et avec la commande Wi-Fi quand la variable est à true. Voici la fonction principe du programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai essayé de commenter chaque ligne pour que cela soit le plus compréhensible possible. La page web est en CSS. J'ai déjà expliqué en détail dans la vidéo précédente du thermostat connecté une solution pour pouvoir développer votre interface. Je vous y invite pour aller voir comment celles-ci sont créées. Pour ce programme, la page est divisée en deux. Une partie pour se loguer à la page avec un mot de passe et la seconde partie avec l'interface pour faire varier la lumière. Je choisis le bon type de carte et le bon port COM et le programme peut être téléversé. On va passer aux essais sur le nouveau PCB soudé. Le câblage est relativement simple. Sur le bornier entrée, je connecte l'alimentation secteur et sur le bornier sortie, le récepteur LED.
Pour les essais, je vous propose d'en effectuer 2, vous allez comprendre pourquoi. Pour le premier essai, je connecte une charge résistive à la place de la lampe et je vais tourner l'encodeur rotatif comme si ma charge était une LED et que je faisais varier la lumière. La première chose que l'on observe, c'est que le retard du temps est inversé, c'est-à-dire à 180 degrés par rapport à l'essai effectué au début de la vidéo avec les MOSFET. Maintenant, regardez bien cette partie, nous allons en avoir besoin pour le second essai où l'on connectera la LED dimmable à la place de la charge résistive. Voici le second essai avec l'ampoule LED de connecté. Maintenant, regardez bien ici. On retrouve un décalage que l'on n'avait pas avec la charge résistive. Cela est dû à la lampe LED qui est composée d'un petit circuit électronique à l'intérieur avec des condensateurs. Cela devient une charge capacitive. La tension est décalée et elle est en retard par rapport à l'impulsion envoyée sur la gâchette. Mais pourquoi ce phénomène n'y était pas avec les MOSFET? Tout simplement parce qu'il n'attend pas une impulsion pour désactiver ou pas une gâchette. Le boîtier modélisé et imprimé en 3D est relativement imposant. Ce choix a été fait notamment pour la praticité du montage et du câblage. Et mon but n'était pas de miniaturiser un boîtier pour le mettre dans une cloison. Ce variateur sera plus utile pour une lampe d'appoint comme une lampe de bureau ou de salon. Pour la fixation, 4 supports pour accueillir 4 vis ont été fabriqués. Donc je commence par fixer le boîtier sur les 4 plots prévus à cet effet. Par la suite, je fixe 2 presse-étoupes qui vont permettre de passer solidement le câble d'alimentation et le câble de la lampe. Si vous ne souhaitez pas raccorder une lampe directement, vous pouvez y mettre entre deux une prise qui sera uniquement prévue pour y connecter la lampe. Ensuite, un trou en face avant est prévu pour y installer l'encodeur rotatif. Le raccordement des câbles se fait très simplement avec la phase, le neutre et la terre s'il y en a une. Un cache-bouton imposant comme son boîtier s'emboîte sur l'encodeur rotatif. Le tout est prêt, on peut enfin réaliser les essais finaux. Concernant l'interface connectée en Wi-Fi, n'oubliez pas de récupérer son adresse IP locale, soit avec le moniteur série lorsque vous chargez le programme, soit à l'aide de l'application de votre box ou une application prévue pour ce genre de choses. Loguez-vous avec le mot de passe choisi lors des paramètres réseau rentrés dans le programme et le tour est joué, vous pouvez faire varier la lumière avec le slider. Pour terminer, un essai avec l'encodeur et l'appui sur le bouton pour vérifier son bon pouvoir de coupure de la lampe. Vous pouvez améliorer la précision de l'encodeur en modifiant ces deux chiffres à la ligne 190 et 199. Plus celui-ci est petit et plus l'encodeur est précis. Le variateur de lumière 230 volts connecté est maintenant terminé. Tout le projet de cette vidéo est entièrement open source. Vous pouvez retrouver tous les fichiers nécessaires sur le site. Le lien est situé dans la description. Vous pouvez aussi retrouver la carte disponible soit seule, soit en kit, mais pas de boîtier complet tout fait car la loi et les normes européennes me l'interdisent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. D'autres vidéos seront à venir. Merci à tous d'avoir suivi et surtout, prenez soin de vous.